Les batteries s'activent à Kinshasa pour la mise en place du projet Metrokin, censé redonner une ligne ferroviaire moderne et de qualité à la capitale. Une réunion de la commission de libération des emprises du site qui devra accueillir les nouvelles infrastructures ferroviaires s'est tenue cette semaine à l'hôtel de ville. Pendant ce temps, les élus provinciaux sont en colère. À travers le pays, les représentants du peuple accusent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Un collectif qui est entré en contact avec notre rédaction ce mercredi annonce son intention de plusieurs manifestations allant des grèves à des sit-ins. 15 semaines après, la situation n'a pas toujours changé au Soudan. À Khartoum, la capitale, la population continue de périr entre deux feux militaires. Sur les 89 hôpitaux que compte la ville, 71 actuellement sont hors service et les autres inondés des cadavres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal avec la situation des députés provinciaux. À travers le pays, ces derniers, à en croire leurs témoignages, ne comptent plus exactement leur mois d'arriérés depuis le début de cette législature. Réunis au sein du collectif des élus de la RDC, ils ont presque passé la nuit au ministère des Finances à Kinshasa pour exiger à Nicolas Kazadi de débloquer leur situation. Au téléphone, nous avons joint le président du collectif. Oui, c'est l'honorable Blanchard Takatela. Je suis député provincial du Koulou, élu du territoire de Boulungu et président du collectif de tous les députés provinciaux de la RDC. Par rapport à votre question, c'est vrai. Nous avons fait un sit-in hier au ministère des Finances, mais nous n'avons pas passé nuit là-bas. Nous avons quitté le ministère vers 19h-20h, puisque les membres du cabinet ayant constaté que nous on tenait vraiment notre revendication, laquelle revendication faisait état de l'impayement de nos émoluments depuis le mois d'avril. Donc notre dernier paye remonte au mois d'avril. Allez-y comprendre les députés qui sont en fonction. Et leur dernier paye remonte au mois d'avril. Donc le mois de mai, nous n'avons pas été payés, le mois de juin non plus, le mois de juillet, voire même le mois d'août ici où nous sommes en pleine vacances parlementaires. Donc nous avons d'abord passé toute une session du mois de mars sans être payés. Et maintenant que nous sommes aussi en vacances parlementaires, nous sommes non plus payés. Allez-y comprendre que nous sommes les pères de famille, nous sommes des responsables, nous avons des bases qui nous regardent. Bientôt là, c'est la rentrée scolaire. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons jugé utile aller faire un sit-in au ministère des Finances, puisque c'est là où tous les dossiers des députés provinciaux sont à l'heure actuelle sur la table du ministre Kazadi. Les DTO du mois de mai sur sa table, les DTO du mois de juin sur sa table, les DTO du mois de juillet sur sa table. Les DTO, c'est déjà un document qui vous dit que vous serez payé, il reste seulement la signature des ministres. Justice à présent. Le procureur général près la Cour de cassation a présidé ce mercredi une réunion technique à l'intention des officiers de la police judiciaire. L'appel ultime pour la renaissance de la justice prôné par le chef de l'État a été au centre de cet échange avec, en toile de fond, des instructions pour la bonne marche de l'action publique. L'article 77 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise accorde aux officiers de police judiciaire la qualité d'auxiliaire des parquets. Cette réunion de prise de contact a été l'occasion pour le procureur général près la Cour de cassation de rappeler ses principes fondamentaux et de transmettre des instructions fermes pour la bonne marche de l'action publique. C'est une réunion technique de prise de contact. Ce n'est pas seulement pour échanger autour de... Mais je viens vous donner mes instructions pour que le travail marche. L'initiative entreprise par l'autorité de l'action publique congolaise a été bien accueillie par la délégation des officiers de police judiciaire. Il était tout à fait indiqué que nous puissions venir présenter nos civilités à monsieur le procureur général près la Cour de cassation et aussi et surtout recevoir ces instructions. Une évaluation est prévue dans un proche avenir afin de jauger l'application des instructions données. Dans 2-3 mois, comme on dit, dans les 100 jours, nous allons faire l'évaluation si les instructions transmises aujourd'hui vont être appliquées strictement, ponctuellement et de manière qui ne demande pas débat. Cette réunion de prise de contact a servi de rappel des instructions du président de la République qui, lors de la rentrée judiciaire de juillet dernier, avait lancé un appel à la renaissance de la justice, socle de l'état de droit.
En économie, le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a décidé de relever le taux directeur de 11 à 25% afin de resserrer davantage la politique monétaire et neutraliser tout excès de liquidité pour mieux soutenir la stabilité macroéconomique. Décision prise à l'issue d'une réunion sous la présidence de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malanga Kabedi. En présence de ces deux vice-gouverneurs, Dieudonné Fikiri et William Pambou, cette réunion extraordinaire du comité de politique monétaire était consacrée à l'analyse et l'évolution récente sur le marché du change et des biens et services, et ce, au regard du contexte économique général actuel au niveau national et international, au vu de la persistance des tensions inflationnistes extérieures et intérieures. Le comité de politique monétaire a noté qu'au cours de ce troisième trimestre de l'année 2023, l'environnement économique national a été marqué par une accentuation des pressions sur le taux d'échange et l'inflation. Ces perturbations continuent d'être tirées par l'impact sur les pays partenaires commerciaux de la RDC de chocs extérieurs liés principalement à la guerre en Ukraine. L'économie nationale est indépendante des exportations et fortement affectée par ce développement extérieur négatif dont l'impact est amplifié par le choc interne qui affecte la RDC, y compris la guerre de l'Est, qui continue à exercer une forte pression sur le budget de l'État. Le CPM a également relevé que les pressions inflationnistes et celles sur la monnaie nationale se sont atténuées au cours de ces 2 dernières semaines à la faveur des mesures mises en œuvre dans la seconde moitié du mois de juillet dans le domaine monétaire et budgétaire. Sur la liste de frustrés par la situation sociale au pays, en ce moment, il faut rajouter le syndicat international des réformes de l'administration publique. Ce mercredi, le groupe a manifesté sa désolation à travers un sit-in au parvis du bureau du Premier ministre. Les membres de ce syndicat réclament entre autres la révalorisation de leur masse salariale. Banderole à la main et chant des revendications entonnés, les membres du syndicat international des réformes d'administration publique réclament à un ton élevé la majoration de leur salaire au travers ce sit-in. Reçu à la primature par 4 conseillers du Premier ministre Samalou Kondé qui ont échangé avec un groupe restreint de ce syndicat. Les manifestants y sont sortis, visage froissé, exprimant un ras-le-bol jusqu'à donner un ultimatum de 3 jours aux autorités censées prendre leur situation à bras-le-cœur. Faute de quoi, des manifestations de grande envergure seront inévitables. Nous avons donné dans tout ce que nous venons de dire 72 heures auprès du Premier ministre pour que nous puissions revenir encore ici à mouvement de sit-in. Ils nous ont demandé d'accompagner les autres documents des primes que les administrations n'ont pas donné aujourd'hui. Nous avons demandé à toutes les administrations qui nous amènent leur grille barémique contresignée par le ministre du Budget afin que l'autorité du ministre de la primature puisse donner les injonctions aux ministres concernés afin qu'on puisse payer toutes ces primes qui souffrent encore au niveau de ces deux administrations, finances et budget. Ces syndicats réclament en outre la publication de décrets sous la mise en retraite des agents des services publics de l'État avancé en âge, la titularisation de la promotion et l'avancement en grade de certains membres. Circulation routière à Kinshasa, les autorités dérangées par les embouteillages qui ralentissent le rythme de travail et donc de production multiplient des stratégies semaine après semaine. Le commissaire provincial de la police, commandant de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, qui s'est entretenu avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, a rappelé la mesure interdisant strictement les véhicules remorques de circuler avant 22 heures. Premièrement, il est interdit à tout camion remorque d'entrer dans la ville province de Kinshasa avant 22 heures. C'est-à-dire tous les grands camions qui vont quitter les périphéries vont s'arrêter à l'entrée de la ville de Kinshasa. C'est une mesure qui existe déjà et qui a été sanctionnée par un arrêté du gouverneur. La police ne fera que la faire observer. Donc, le mot d'ordre nous a été donné de faire observer cette mesure. Deuxièmement,
le code de la route doit être respecté par tous. Et aussi, autre mesure, c'est celle de délocaliser tous les arrêts qui encombrent les carrefours. Les carrefours doivent respirer. Et nous, la police, on nous a demandé de veiller à cela. Et c'est ça ce que la police va appliquer. L'autre solution pouvant pallier la question des embouteillages, c'est le projet Métrokin. Annoncé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Gobila, il y a quelques mois, la commission de libération des emprises du site qui devra accueillir les nouvelles infrastructures ferroviaires s'est réunie cette semaine à l'hôtel de ville de Kinshasa. Des questions pratiques liées à cette opération ont été abordées. Grâce au dynamisme du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Gobila Mbaka, le projet de modernisation de transport ferroviaire et urbain de Kinshasa avance tant bien que mal vers sa matérialisation. C'est dans ces contextes qu'il s'est tenu aujourd'hui à l'hôtel de ville de Kinshasa une réunion entre les représentants de l'autorité urbaine et la délégation de la société SA comblée par le directeur général Eric Onipunga. Ces échanges ont tourné autour de la libération des emprises du site où va s'exécuter la première phase du projet long de 25 km qui s'étend de la gare centrale à l'aéroport international de Ndjili. Par ailleurs, l'autorité urbaine avait pris un arrêté mettant en place un comité de libération des emprises constitué du BCECO, des Lonatra, de l'hôtel de ville de Kinshasa, des communes, des Massina et de Limete et de la société civile, ainsi que de la police nationale congolaise. Lors de cette réunion de prise de contact, 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. D'abord, les mots de remerciement du représentant du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ensuite, la présentation du guide schématique du tracé qui avait pour but de faciliter aux participants la connaissance du site des projets. Et enfin, la présentation de la procédure d'indemnisation de personnes impactées par le projet selon les normes recommandées par les bailleurs internationaux. Les recensements, les négociations, les signatures, des certificats de compensation, les indemnisations de libération des empreintes, suivi de la réinstallation, la mobilisation, ainsi que les débuts de travaux. Cette réunion s'est soldée par une note satisfaisante de toutes les parties. Au ministère des Affaires sociales, on parle de l'ouverture de l'atelier de validation du rapport final de l'étude sur le ciblage à base communautaire, une étude qui a pour objectif de conduire un exercice participatif impliquant les communautés en vue de développer une catégorisation de la pauvreté. Le ministre empêché a été remplacé par le secrétaire général des Affaires sociales. Cet atelier de validation du rapport final de l'étude sur les ciblages à base communautaire a été ouvert par une série de mots de circonstances, notamment celui du coordonnateur de la Convention de partenariat Minas Fonds social de la République démocratique du Congo, Jules Biswaloala, qui est revenu longuement sur le contexte de cette étude. L'estimation de la Banque mondiale, environ 70% de la population de l'RDC vivent avec moins de $2 par jour en 2023. Juste après, le représentant du patron des affaires sociales, le secrétaire général Hilaire Kaloumé, a, au nom du ministre empêché, rappelé à l'auguste assistance que la présente étude est une réponse à l'un des plus grands défis des programmes défilés aux sociaux mis en œuvre par la République démocratique du Congo à l'étape d'identification et de sélection des ménages vulnérables. J'associe à ces remerciements les efforts et les contributions substantielles du ministère des Finances à travers la cellule des suivis des projets et des programmes financés par les bailleurs CSPP et de l'UNICEF, respectivement pour le partenariat positif scellé entre nos institutions. Signalant que l'étude soumise à l'approbation des participants à cet atelier portait sur plusieurs points, notamment l'élaboration des critères de catégorisation communautaire de la pauvreté pour appuyer les ciblages de programmes de protection sociale en République démocratique du Congo, mais aussi sur la catégorisation communautaire de la pauvreté. Quelques provinces, dont le Kasaï central, le Sud Kivu et le Nord Ubangi, ont constitué des provinces pilotes pour la collecte des données et ont servi à l'élaboration de cette étude. Le gouverneur du Haut-Katanga est de retour à Lubumbashi. Directement, en présence de son vice, Jacques Kabula Katwe a rencontré le président transitaire en douane de la FEC Haut-Katanga, le directeur de la DGDA ainsi que des services de sécurité. Ensemble, ils ont évoqué la situation de la sécurisation et les plaintes des chauffeurs œuvrant sur l'axe Lubumbashi, Kasumbalesa, Mokambo et Sakania. Au niveau de la SADC, les transporteurs se sont plaints
à cause des tracasseries qu'il rencontre de la part de nos services de sécurité. Il était très urgent puisque un préavis de grève au niveau de ces transporteurs de la SADC a déjà été lancé. Et si on y prenait garde, le mardi, on allait se réveiller et trouver que toute l'activité économique est bloquée. Et vous pouvez vous imaginer les dégâts s'il n'y a plus de trafic sur le corridor sud. Nous félicitons et remercions l'Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour sa spontanéité. Nous l'avons pris à pied levé. Il venait juste d'arriver aujourd'hui. À peine qu'il atterrissait, il a accepté de nous recevoir à notre demande. Et l'accueil a été très instructif puisque les points que nous avons soumis, il les a bien notés. Et d'ici là, nous allons avoir des résultats, puisque déjà des réunions de haut niveau sont déjà programmées d'ici à la fin de la semaine. Au Kassai-Oriental, lancement ce mercredi de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. La province compte actuellement près de 80 000 enfants, 0 dose. Le ministre provincial qui a présidé cette cérémonie a exhorté tous les parents à garder leurs enfants à la maison durant ces 3 jours. C'est le ministre provincial de la Santé du Kassai-Oriental qui a officiellement lancé ce mercredi 9 août 2023 en Bujumaï les journées nationales des vaccinations contre la poliomyélite depuis la zone de santé de Bipemba. La province compte plus de 80 000 enfants 0 dose, d'où l'appui des partenaires techniques et financiers de GPA pour améliorer la couverture vaccinale. Maurice Mbaya a salué les efforts de la Fondation Bill et Melinda Gates, de l'OMS et de l'UNICEF avant d'exhorter les parents à garder tous les enfants de 0 à 59 mois à la maison du 10 au 12 août pour être vaccinés. La vaccination protège. La vaccination nous permet d'éviter des maladies, des épidémies. Et pour nous-mêmes les adultes, comme nous l'avons eu avec la fièvre jaune, et pour les enfants. Donc, ça sera irresponsable de notre part si nous n'accomplissons pas ce devoir. Les représentants de tous les partenaires ont réitéré leur engagement à accompagner la province dans l'amélioration de la couverture vaccinale. Étant soucieux que les droits des enfants, les droits à la vie, les droits à la santé, les droits à la vaccination puissent être normalement pris en compte, nous ne pouvons que continuer à mobiliser les moyens pour accompagner le gouvernement provincial à ce qu'il puisse vacciner tous les enfants et afin que nous puissions arriver à l'objectif. La stratégie adoptée pour atteindre tous les enfants est celle des porte-à-porte, a dit le chef de division provinciale de la santé du Kassai-Oriental. Au Lualaba aussi, on parle vaccination. La gouverneure de province Fifi Masuka a échangé avec les délégations de la division provinciale de la santé et de l'OMS. Ensemble, ils ont statué sur les contours de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. La chef de l'exécutif provincial a offert 2 jeeps neuves à l'équipe pour la réussite de cette campagne qui s'étend du 10 au 12 août. C'est en prévision du programme élargi de vaccination contre la poliomyélite prévu du 10 au 12 août 2023 que la gouverneure de la province du Lualaba, en sa qualité de coordonnatrice provinciale, réunit les médecins membres de la division provinciale de la santé et une forte délégation de l'OMS dans la salle de conférence du gouvernorat de province. C'était en présence des ministres provinciaux de la santé et des infrastructures, sans oublier son directeur de cabinet. Au cours de leurs échanges, le docteur Francis Cambol, chef de division provinciale de la santé, a fait rapport avec projection vidéo des récentes activités auxquelles lui et son équipe ont participé au mois de juin à Kinshasa, où quelques recommandations ont été faites par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à l'intention des gouverneurs de province. Il a en outre rapporté un trophée, un diplôme de mérite décerné à la province du Lualaba au cours de la 3e session de vaccination pour sa contribution de taille au programme élargi de vaccination. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a demandé à tous les gouverneurs de s'impliquer par rapport à cette campagne. Pour nous, nous savons que c'est juste un rappel. Vous vous impliquez déjà à voir tout ce que vous faites dans le domaine de santé, tout ce que vous faites pour la vaccination. Le Lualaba a été première province par rapport à la mobilisation des financements. Seul le Lualaba représente plus de 60% de tous les budgets, de tous les fonds qui ont été collectés sur l'ensemble du pays.
Un peu plus au nord, dans la province de la Chopo, une autre femme, gouverneure, Madeleine Nikomba, a accordé une audience à des hommes d'église. Ils sont venus présenter leur civilité et féliciter la gouverneure pour la bonne marche de son entité. Cette forte délégation composée des hommes de Dieu venus des différentes provinces de la RDC séjourne au chef-lieu de la province de la Chopo dans le cadre de la cérémonie de collation des grades académiques des étudiants finalistes de l'Institut biblique qui a eu lieu samedi dernier. Avant de retourner dans leurs provinces respectives, ils ont résolu de venir rencontrer le numéro 1 de la province pour lui présenter des civilités. Au cours de cette audience d'environ 45 minutes, ces hommes de Dieu échangent avec la gouverneure sur des questions liées à la bonne gouvernance de la province, calquées sur le modèle biblique. Pasteur Israël Ntsebeloyela explique. La Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu et c'est la Bible qui est le fondement. La Bible nous dit que Dieu soutient ce monde par sa parole puissante. Et le Dieu, c'est un Dieu qui est roi, qui est dans son royaume. Et comme les Anglais disent, le royaume, c'est le kingdom, c'est-à-dire la base qui soutient le peuple. La base qui soutient le peuple, c'est le royaume, le kingdom. Alors, cette base qui soutient le peuple, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er, que Dieu soutient ce monde par sa parole puissante. Une Bible et autres manuels sont remis à la patronne de l'exécutif Tchopolé en guise des présents. Pour la gouverneure de province, maître Madeleine Nikomba Sabango, cette audience est une bénédiction qui vient donner un coup de tonus pour le décollage de la Chopo. De retour à Kinshasa à présent, ce mercredi, le chantier du Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale, fruit de la coopération sino-congolaise, a connu la visite du directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, Freddy Yodi Shembo. Le grand complexe est de plus en plus visible en face du Palais du Peuple à Kinshasa. Accueilli par le représentant de l'entreprise Beijing Urban Construction Group, le directeur général de l'APCSC, Freddy Shembo, et toute sa suite ont été directement conviés à une séance de travail avec la partie chinoise afin de prendre connaissance de l'évolution des travaux de cette méga infrastructure moderne, fruit du partenariat sino-congolais dont l'inauguration est attendue le 27 décembre de l'année en cours, mais qui risquerait de connaître un léger retard de livraison suite à certaines difficultés, a fait savoir la partie chinoise. Immédiatement après cette première réunion, toute la délégation est descendue sur terrain pour palper la réalité du vaste chantier étendu sur une superficie de 36 000 mètres carrés et qui comprendra principalement un centre culturel et les bâtiments de l'Institut national des arts, tous d'une capacité d'accueil de 2000 personnes. À l'issue de cette visite, Freddy Shembo, directeur général, bras ouvrier pour le développement intégré de la République démocratique du Congo, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction sur l'évolution et la qualité des travaux. C'est un travail d'une grande qualité. Nous comptons l'accélérer de manière à le faire livrer dans les délais impartis. Une fois achevé, le centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale permettra à l'Institut national des arts de faire un retour au bercail 35 ans après, a souligné son DG, qui voit en cette œuvre un meilleur cadre pour l'évolution des artistes congolais. Et nous sommes tous suffisamment motivés pour venir occuper ces beaux bâtiments, vraiment au standard international. Signalons qu'à l'issue de cette visite, le directeur général Freddy Shembo ainsi que tous les intervenants congolais dans la finalisation de ce projet réunis dans une séance de débriefing au siège de l'APCSC ont convenu de la tenue de la réunion hebdomadaire afin d'assurer le suivi des travaux jusqu'à la livraison du centre à la date du 27 décembre 2023. La fondation Mama Nzonda de Kati Sakombi Moleka a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'axe routier Boudjala-Mbako dans la province du Sud-Ubangui. Par ces gestes, Kati Moleka dit accompagner le président de la République dans sa vision qui cadre pour le développement à la base. Cher à Kati Sakombi Moleka, la fondation Mama Nzonda œuvre pour le désenclavement de Boudjala et le développement du Sud-Ubangui en général. Longue de plusieurs dizaines de kilomètres, la fondation Mama Nzonda de réhabiliter l'axe routier Boudjala-Mbako dans les territoires de Boudjala. Cette grande fondation qui met l'homme au centre de ses actions
milite pour l'accompagnement du projet de développement local des 145 territoires initié par le président de la République, Félix Tshisekedi. Initiative saluée par Jean-Roger Mobeka, administrateur du territoire de Boudjala. Pour plus de soutien à la fondation Mamanzonda, la population de Boudjala elle-même mène un plaidoyer auprès du président de la République pour les autres axes routiers délabrés dans le cadre du projet PDL 145 territoires. Cette action sociale entre droite en ligne de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son programme de développement local des 145 territoires et vise à l'accompagner efficacement. Exprimant leur satisfaction, les usagers de cette route ont à l'unisson remercié la fondation Mamanzonda en jetant de fleurs à Kati Sakombimole. La décision de Dominique Munongo Inamizi de quitter le poste de coordinatrice nationale de la dynamique des femmes pour le changement a surpris plus d'une personne dans l'opinion. La députée nationale, élue de Lubudi, évoque des raisons de santé, mais d'aucuns se posent des questions sur sa loyauté et disponibilité à travailler avec Moïse Katumbi malgré son départ de ce précaré. C'est avec empreinte de marque et de rigueur que la princesse de Bayeke, Dominique Munongo Inamizi, a dirigé la coordination nationale de la dynamique de femmes pour le changement, DFC en sigle, structure d'ensemble pour la République qui s'occupe de la femme. Pendant 3 ans aux commandes de la DFC, Dominique Munongo Inamizi, énergétique, s'est impliquée à la redynamisation et à la mobilisation des femmes d'ensemble pour la République par des séminaires, des formations, des matinées politiques pour outiller et rendre capable la femme d'ensemble pour la République. Un bilan plus éloquent avant de voir cet élan s'arrêter probablement avec la démission à ses postes de Dominique Munongo Inamizi, députée nationale et princesse de Bayeke. Après sa démission, que des questionnements. Par cette démission, est-ce Dominique Munongo gardera-t-elle sa position stratégique au sein du parti Ensemble pour la République, puisque considéré comme proche de Moïse Katumbi Tshapwe. Dominique Munongo Inamizi, comment entrevoit-elle son avenir politique? Par cette décision, le décor de sa présence au sein du parti Ensemble pour la République ne sera plus le même. Seule la raison politique et la conviction restent la boussole de la décision finale de la gardienne de l'identité katangaise. La princesse de Bayeke, députée nationale, va-t-elle renouveler sa loyauté à Moïse Katumbi Tshapwe, où il s'agit d'un signe précurseur de son départ d'Ensemble pour la République? Fermée dans ses positions, car dotée de grandes convictions, cette ancienne activiste de la société civile va-t-elle revenir sur sa décision ou carrément, le vin est tiré, il faudra le boire? Au cadastre minier, la cérémonie de passation des charges a eu lieu ce mercredi au siège de cet établissement, nommé récemment par le président de la République. Les nouveaux mandataires au CAMI ont pris leurs fonctions avec Crispin Bindoulé comme président du conseil d'administration et Paul Maboulia-Yenga à la direction générale. C'est une équipe costaude aux commandes du cadastre minier avec désormais un conseil d'administration. En présence du secrétaire général aux mines, représentant la ministre empêchée, les nouveaux mandataires au cadastre minier entrent en fonction. L'ambiance est bon enfant au cours de la cérémonie de remise et reprise. Après avoir rendu des loyaux services à la nation, Jean-Félix Mopandé, ancien directeur général, passe le flambeau à Paul Maboulia-Yenga, le nouveau. Crispin Bindoulé, président du conseil d'administration, commence par rappeler la mission du CAMI avant d'appeler ses collaborateurs à un sursaut de patriotisme pour bien accomplir la lourde mission leur confiée. Monsieur le président de la République, chef de l'État, et l'ensemble du gouvernement attend de nous des résultats probants. Et pour y parvenir, il nous faut un sursaut patriotique, une conscience collective, une abnégation, une volonté manifeste et surtout une franche collaboration. La nouvelle équipe tient à booster l'économie du pays à travers les mines en augmentant considérablement la part du CAMI dans la mobilisation des recettes. Le conseil d'administration donnera des orientations claires à vue d'augmenter la part du cadastre minier dans la mobilisation des recettes au profit du budget national du gouvernement. Une tâche noble et délicate
qui ne pourra être possible que si chacun de nous prenne conscience. Crispin Bindoulé assurera les conseils avec 4 administrateurs, tandis que Paul Mabolia, directeur général, sera secondé par Jacques Mouyumba. 15 semaines plus tard, tout espoir de paix semble si loin au Soudan, où les deux groupes militaires continuent de se livrer des violents combats à Khartoum, capitale du pays. Des corps sans vie gisent dans les rues, parfois en état de décomposition, exposant les Soudanais qui échappent aux balles à des épidémies. À l'heure actuelle, moins de 10 hôpitaux sur les 89 que compte la ville peuvent accueillir les patients. Le conflit au Soudan, qui a débuté le 15 avril 2023 entre les forces armées du général Al-Burham et celles de paramilitaires du général Ahmedi, a fait au moins 3900 morts selon un bilan de l'ONG ACLED, 4746 blessés sans compter la panoplie de corps sans vie gisant le sol en état de décomposition au risque d'une propagation de maladie. Le bilan humain sur place ne cesse de s'alourdir et les initiatives en faveur d'une vraie trêve ont été infructueuses. Le Soudan a vécu ce 23 juillet 2023 son 100e jour de guerre. À ce jour, aucune initiative n'est parvenue à faire taire les armes durables. Ni le pourparler américano-saoudien de Jeddah lancé en mai et suspendu 1 mois plus tard après le retrait de l'armée, ni 3 sommets de l'Union africaine, ni l'initiative de l'organisation régionale, ni non plus un sommet des pays voisins du Soudan en Égypte en juillet. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les batteries s'activent à Kinshasa pour la mise en place du projet Metrokin, censé redonner une ligne ferroviaire moderne et de qualité à la capitale. Une réunion de la commission de libération des emprises du site qui devra accueillir les nouvelles infrastructures ferroviaires s'est tenue cette semaine à l'hôtel de ville. Pendant ce temps, les élus provinciaux sont en colère. À travers le pays, les représentants du peuple accusent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Un collectif qui est entré en contact avec notre rédaction ce mercredi annonce son intention de plusieurs manifestations allant des grèves à des sit-ins. 15 semaines après, la situation n'a pas toujours changé au Soudan. À Khartoum, la capitale, la population continue de périr entre deux feux militaires. Sur les 89 hôpitaux que compte la ville, 71 actuellement sont hors service et les autres inondés des cadavres. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.